Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 15 septembre 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en légère hausse avec le Dow Jones qui a progressé d'1,2%, le S&P 500 a gagné 1,3% et le Nasdaq a enregistré une hausse de 1,9%. Dans la région Asie-Pacifique à présent, les indices s'échangent de manière mitigée avec le Nikkei en repli de 0,5%, le Kospi coréen et le Hang Seng ont progressé de 0,4%. En Australie, le S&P ASX 200 a chuté de 0,1%. Alors donc dans la nuit, la Banque de réserve d'Australie a annoncé qu'elle maintiendra un cadre très accommodant aussi longtemps que nécessaire et continuera à examiner comment de nouvelles mesures monétaires pourraient soutenir la reprise économique. Et donc cela selon le procès verbal de la réunion de septembre. En Chine à présent, donc la Chine qui devrait prolonger les exemptions tarifaires sur certaines importations de biens américains qui devraient expirer le 16 septembre 2020. Nous avons pris connaissance également des chiffres sur la production industrielle et les ventes au détail en Chine pour le mois d'août. Alors ces derniers ont dépassé les attentes des analystes et la PBOC a injecté 600 milliards de yuan sur une période d'un an par le biais d'une facilité de prêt à moyen terme. À noter également que le Global Times chinois indique que selon le principal expert en biosécurité des CDC chinois, l'essai clinique en phase 3 s'est déroulé sans problème et le vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt d'ici le mois de novembre. À noter qu'en Chine, 4 vaccins candidats sont développés et sont actuellement dans l'ultime phase des essais cliniques. Alors sur le front des acquisitions à présent, le groupe informatique Oracle a confirmé avoir fait une proposition à l'application TikTok de l'éditeur chinois ByteDance. La proposition de rachat de Microsoft a de son côté été rejetée. Alors voilà pour l'actualité économique et financière. Nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Alors encore une fois un calendrier relativement allégé avec aujourd'hui le chiffre ZOO sur le sentiment économique en Allemagne. Donc ça ce sera en première partie de séance pour la session européenne et nous prendrons connaissance en début d'après-midi des chiffres de la production industrielle américaine et les chiffres de l'indice manufacturier de l'Empire State pour le mois de septembre. Alors voilà pour les données du jour. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action. Nous allons nous intéresser aux indices boursiers. Alors le DAX qui est actuellement relativement à l'équilibre a rejeté hier clairement ici en données journalières sa résistance des 13 350 points. Alors qu'en est-il en données intraday? En données intraday, en cette première partie de séance, en ce début de séance européenne, le DAX a fait preuve donc d'une incapacité ici à franchir sa Kijun. Cela s'est soldé par un repli. Un repli qui a permis en données H1 de passer sous le nuage ici de par cette faiblesse. Alors un éventuel test ici de la moyenne mobile 200 peut être envisageable pour le moment. Alors seul un franchissement de cette moyenne 200, de cette moyenne mobile à 200 périodes, pardon, nous donnerait un réel signal de vente éventuellement. À noter ici que nous avons un signal Ishimoku de vente. Celui-ci n'a toujours pas été validé par sa lagging span, une lagging span ici qui vient de réintégrer le nuage. Donc pour l'heure, un repli en ce début de séance pour le DAX. Cependant, il faut noter qu'à moyen terme, les perspectives restent haussières et cela tant que le DAX évolue à l'intérieur de ce canal haussier. Donc un DAX en train de franchir son nuage H1 à la baisse, cependant un DAX qui évolue toujours dans son canal haussier, donc des perspectives qui restent haussières à moyen terme, malgré un premier signal d'alerte qui nous a été donné en ce début de séance européenne avec un DAX actuellement à 13 165 points. Alors donc qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 également s'est quelque peu replié en ce début de séance, des perspectives également haussières pour le CAC 40, un CAC 40 qui évolue à l'image du DAX dans l'enceinte d'un canal haussier. Alors éventuellement tout test du nuage pourrait constituer un bon point d'entrée, un bon point d'achat en vue d'accompagner le CAC 40 dans sa hausse dans l'enceinte de ce canal, dans l'enceinte de ce canal haussier. Alors nous allons passer à présent sur les indices américains. Alors en Europe, vous l'aurez compris, des perspectives de moyen terme qui restent haussières, des indices notamment DAX et CAC 40 qui évoluent dans l'enceinte d'un canal haussier. Alors quel serait le niveau, quelle serait l'alerte à attendre pour un éventuel changement de perspective, pour passer sur des perspectives baissières. Concernant le CAC 40, ce serait donc un franchissement de la borne inférieure et un franchissement du nuage. Le DAX nous donne une simple alerte en ce début de séance. Il faudrait éventuellement franchir la moyenne mobile à 200 périodes et bien entendu, afin de confirmer les perspectives baissières de très court terme, il faudrait que la lagging span se désengage de son nuage
nuage. Donc un DAX éventuellement qui passe sous les 13 100 pourrait nous permettre d'envisager un repli jusqu'au 12 930, mais seul un franchissement de la borne inférieure de son canal haussier pourrait nous permettre d'envisager des perspectives baissières à moyen terme. Alors qu'en est-il aux États-Unis à présent? Alors le Nasdaq, les valeurs technologiques tentent de sortir la tête de l'eau, tentent de retrouver des couleurs. On est toujours largement en dessous de ce canal haussier visible en données journalières. On avait fait un parallèle, souvenez-vous, entre ce test de la borne supérieure qui s'est soldé par le repli que nous avons vécu principalement en mars et en avril. Donc une situation technique qui semble similaire. Cependant, le Nasdaq n'est pas parvenu à intégrer son nuage, voire à le tester. On est toujours au-dessus, mais on ne réintègre pas le canal haussier d'un point de vue journalier. Qu'en est-il d'un point de vue intraday? Et nous allons passer de ce pas sur un graphique en données H1. Alors nous avions hier abordé une probable figure de retournement sur le Nasdaq. Je vais repasser sur le graphique simplifié. Celui-ci comprend Ichimoku. On passe sur un autre graphique avant de s'intéresser quelque peu à Ichimoku. Alors hier, nous avions donc abordé ce graphique avec cette formation en épaule-tête-épaule inversée, figure de retournement. Nous étions dans l'attente donc d'un franchissement de la ligne de coup. Une ligne de coup qui était venue se confondre ici avec la moyenne mobile simple à 50 périodes. Alors la ligne de coup a bel et bien été franchie, ce qui nous donne un signal d'achat ici sur le Nasdaq avec un objectif théorique à 11 840 points. Donc en vue de réaliser cette figure chartiste, il faudra aller rallier cet objectif qui nous a été fourni en reportant la hauteur de la tête sur la zone de breakout de la ligne de coup. Mais prudence, prudence, car avant cela, il y aura quelques obstacles. Donc éventuellement des objectifs intermédiaires. Le premier obstacle ici sera la moyenne mobile à 200 périodes. Moyenne mobile à 200 périodes qui est actuellement légèrement au-dessus des 11 500 points. Mais un autre obstacle de taille fera surface et c'est une Kijun. Donc nous allons ajouter immédiatement un Ichimoku journalier ici. Nous allons retirer tous les éléments afin de ne garder que la Kijun. Et donc la Kijun ici, que l'on retrouve sur ce graphique H1, est en palier, donc ça représentera une résistance de taille. Ce sera donc la seconde résistance avant donc d'atteindre cet objectif théorique. Donc cette seconde résistance serait à 11 650 points. Donc un peu plus de 150 points entre ces deux résistances qui pourraient freiner une éventuelle hausse avant un Nasdaq qui vient rallier son objectif théorique. Donc un scénario de TE inversé qui semble se confirmer. Nous allons revenir sur notre graphique Ichimoku, sur le Nasdaq en données H1. Et ici, donc cette configuration chartiste en ETE inversé semble être confirmée par la théorie Ichimoku avec un franchissement du nuage, ce qui nous donne notre signal, un signal qui actuellement est en cours ici de validation par la lagging span. Pourquoi? Parce que celle-ci tout simplement est en train de sortir de son nuage par le haut. Donc des perspectives haussières qui se confirment sur le Nasdaq, mais pas seulement sur le Nasdaq. On va s'intéresser à présent au Dow Jones, donc l'US 30 ici, qui également est venu donner un signal d'achat en sortant de son nuage par le haut avec une lagging span qui s'est également désengagée de son nuage afin de valider ce signal. Mais un deuxième signal nous a été donné, cette fois-ci un signal qui est, si je puis dire, un peu plus occidental, c'est-à-dire un franchissement de cette oblique baissière qui vient relier les différents sommets. Tout d'abord le sommet du 8 septembre, ensuite le sommet du 10 septembre, et nous l'avions testé également pas plus tard qu'hier. Et donc en milieu d'après-midi, cette oblique baissière s'est vue donc cassée par les cours, et donc ce franchissement est venu confirmer les perspectives haussières. Alors quels sont les objectifs à aller chercher? Donc deux manières de les déterminer. Tout d'abord, d'un point de vue visuel, on peut s'intéresser à ces différentes zones de paliers qui nous fournissent donc les résistances à venir. Alors le premier palier serait éventuellement à 28 400 points, ce qui représente la prochaine résistance à aller chercher. Donc c'est un niveau qui a été testé très précisément le 8 septembre par cette mèche supérieure, et le second palier serait à 28 610 points. Mais nous avons également un autre outil pour déterminer des objectifs, et ce sont les projections d'Osoda. Ici, on peut déterminer notre point A. Nous avons un point B ici avec notre sommet intermédiaire de court terme et notre point C avec notre creux de court terme. Ici, visiblement, ce serait une projection V étant donné que le mouvement BC a retracé moins de 50% du mouvement initial AB.
Donc nous allons sélectionner ici V pour avoir notre objectif technique. Un objectif ici qui est très rapproché, donc les 28 145. Un objectif qui a déjà été atteint d'ailleurs au passage. Et donc ici, si le Dow Jones parvient à s'installer au-dessus de cet objectif, normalement les prochains paliers devraient être les objectifs à aller rallier pour l'indice Dow Jones. Donc une projection de soda qui a déjà été atteinte. Afin donc d'avoir un nouveau signal d'achat, il faudrait éventuellement que le Dow Jones s'installe au-dessus de ce niveau, donc que le Dow Jones s'installe au-dessus des 28 145. Nous allons passer à présent au S&P 500. Alors ici, un S&P 500 également à l'image des autres indices américains qui nous a donné un signal d'achat en franchissant son nuage intraday, donc son nuage H1. Nous allons immédiatement nous intéresser aux signaux occidentaux et ici le signal occidental correspond donc au franchissement de cette oblique baissière, hein, à l'image du raisonnement, à l'image de ce que nous avons pu évoquer sur le Dow Jones. Ici, pour avoir une confirmation de ce signal d'achat, il faudrait donc un franchissement de cette oblique baissière qui vient relier les différents sommets. Donc, le signal oriental a d'ores et déjà été donné de par Ishimoku. On attend simplement le signal occidental et donc le franchissement de cette oblique baissière qui devrait permettre ici au S&P 500 d'aller chercher ses prochains paliers avec le premier qui est situé à 3415 points et le second ici à 3465. Alors nous allons nous intéresser à présent au compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le gold. Alors tout d'abord le gold en données journalières. Alors effectivement la semaine dernière, au vu de la situation technique de l'or, c'est-à-dire au vu du métal précieux qui évolue techniquement dans l'enceinte d'un triangle symétrique, mais également de ce nuage qui vient s'épaissir en tant que support, nous avions émis l'hypothèse d'une éventuelle sortie par le haut. Une sortie par le haut de ce triangle symétrique. Car je vous le rappelle, un triangle symétrique ne nous indique pas le sens de sa sortie. Il faut attendre un franchissement de la borne supérieure ou inférieure pour pouvoir se positionner. Et si effectivement le nuage venait nous indiquer, nous indiquer une éventuelle sortie par le haut, étant donné que celui-ci représente un support extrêmement fort et un support qui est renforcé par la moyenne mobile à 50 périodes. Donc afin d'avoir des perspectives baissières, il fallait sortir de ce triangle symétrique par le bas en franchissant la moyenne mobile 50 et sortir du nuage par le bas. Le gold a choisi donc d'éviter tout franchissement du nuage et est en train d'en sortir par le haut. Il faut attendre un franchissement, une clôture au-dessus des 1970 et là on pourra aller chercher les récents records historiques. Mais les données intraday vont nous permettre de bénéficier d'un petit peu plus de précision et ici nous avons un gold qui vient simplement finaliser sa récente vague haussière et pour cela il va aller rallier les 1970 $. Donc visiblement ici les 1970 $ représenteront la dernière barrière avant les 1990. 1990, ce sera un niveau qu'il faudra franchir pour réussir à s'installer au-dessus du seuil psychologique à 2000 $. Donc concrètement, nous avons un premier objectif sur le gold à 1970 qui permettrait de finaliser la vague haussière qui a été initiée le 8 septembre et tout franchissement de cette résistance à 1970 nous permettrait d'aller chercher dans un premier temps les 1990 pour peut-être réussir à s'installer au-dessus du seuil psychologique à 2000 $. À noter ici un nuage en données H4 qui pourrait faire office de support, un nuage relativement épais qui vient également nous confirmer les perspectives haussières, un nuage qui est renforcé par tous les éléments, notamment par la Tenkan et la Kijun. Donc encore une fois, des perspectives haussières sur le gold, que ce soit à moyen terme ou à long terme. Hein. Nous avons suffisamment évoqué ici ce graphique hebdomadaire avec ce rounding bottom, un graphique hebdomadaire avec une figure chartiste de long terme qui nous a donné un signal d'achat le 19 juillet et c'est justement ce signal qui nous a ramené vers les records historiques que nous avons connus récemment. C'est un simple repli après ce record historique. On est venu consolider au-dessus des 1920 $. Hein. 1920 $, c'était également un niveau que l'on peut retrouver ici en données. C'est simplement le récent record historique marqué en 2011. Et à présent, donc, on pourrait s'attendre à une prochaine jambe haussière en vue d'aller chercher de nouveaux records historiques. Alors, quel niveau aller chercher concernant le gold
On en a très brièvement parlé, hein. Beaucoup d'institutionnels tablent pour des niveaux relativement élevés. Il me semble que Goldman Sachs a abordé un gold, a annoncé un gold au-dessus des 2400 $ avant la fin de l'année. Certains parlent même d'un gold à 5000 $, voire 10 000 $. Alors cela, bien entendu, serait conditionné à un repli considérable du billet vert et un billet vert qui perdrait donc son statut de monnaie de réserve. Donc bien entendu, un scénario qui est possible, mais on en est bien loin pour le moment. Alors, mais effectivement, un gold, l'or à 2400 $ l'once d'ici la fin de l'année 2020, ça semble un scénario tout à fait réalisable, surtout que cette année sera une année plutôt assez exceptionnelle, notamment la fin d'année. Euh, étant donné que nous sommes dans l'attente, hein, du début des élections américaines. Donc le gold à 2400 $, ça pourrait être du concret très prochainement. Pour l'heure, hein, on attend que le gold parvienne à s'installer au-dessus du seuil psychologique des 2000 $ l'once. Alors ceci étant dit, nous allons passer sur le pétrole WTI. Tout d'abord, le pétrole WTI en données journalières. Le pétrole WTI qui nous a donné un signal très fort. Tout d'abord en franchissant sa moyenne mobile à 50 périodes. Ensuite en franchissant son nuage journalier. Alors on a pu en déceler une vague baissière et l'objectif de moyen terme se situe à 34,50 $. Alors il faut noter que ce soit d'un point de vue des fondamentaux ou d'un point de vue technique, les perspectives restent baissières. Nous avons pris connaissance, hein, des dernières estimations de l'OPEP, donc des pays membres exportateurs de pétrole, et ces derniers donc ont revu à la baisse la demande de pétrole pour cette année, mais également pour l'année prochaine. Et donc visiblement les précédentes estimations qui étaient, comme nous l'avions souligné il y a plusieurs semaines de cela, qui étaient beaucoup trop optimistes, semblent s'éloigner considérablement. Et donc le WTI actuellement à 17,20 $ pourrait se replier considérablement. D'un point de vue technique, nous avons franchi le nuage Ishimoku. Nous évoluons actuellement dans l'enceinte d'un fanion. Encore une fois, à l'image du gold, seul le franchissement d'une des deux bornes pourrait nous indiquer la tendance de moyen terme. Alors, Ishimoku vient nous donner encore une fois des indices avec un nuage ici, cette fois-ci, qui pourrait agir en tant que résistance, un nuage relativement épais. Et donc cette vision technique est renforcée par les fondamentaux, que ce soit l'estimation de l'OPEP, que ce soit par cette deuxième vague qui n'est plus une hypothèse, hein. Certains pays commencent à adopter ce terme de seconde vague qui semble frapper le vieux continent. Et donc c'est un risque qui semble se matérialiser actuellement, et c'est un risque qui va peser lourdement sur la demande de pétrole. Nous avions abordé également récemment la demande de kérosène qui peine à retrouver des couleurs, qui est largement en dessous de la moyenne de ces 5 dernières années et qui ne devrait pas réussir à se reprendre au cours de l'année 2020. Donc tous ces éléments fondamentaux combinés à la vision technique sur le WTI nous poussent à penser que le WTI pourrait approfondir son repli pour pourquoi pas aller chercher les 34,50 $. Alors avant ça, nous avons plusieurs supports à aller chercher. Tout naturellement, nous avons les 36,40 $ et les 35,75 $, et ensuite la zone à 34,40 voire 34,50. Donc voilà pour le WTI. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange à la veille du FOMC, au moment où la vigueur de l'euro ne cesse d'inquiéter. Pour l'heure, le biais vert semble se replier quelque peu. Il est allé tester la borne supérieure de son ancien canal baissier et évolue à l'intérieur de son nuage. Donc qu'en est-il de l'euro-dollar? L'euro reste toujours extrêmement fort et l'euro-dollar est allé chercher les 1,19. L'euro-dollar pourrait aller rallier très prochainement les 1,20 qui pourrait être un objectif de court terme, mais peut-être pas le dernier au vu des circonstances, au vu des fondamentaux. L'euro-dollar pourrait poursuivre à la hausse, et il faut noter que d'un point de vue technique en données H1, il évolue dans l'enceinte d'un canal haussier, et ce depuis le mois d'août. Nous avons donc eu récemment une tentative de sortie par le bas, une tentative qui a été avortée avec un euro-dollar qui est venu réintégrer son canal haussier en s'affranchissant de son nuage, et donc actuellement un euro-dollar qui devrait parvenir
d'ici demain à se hisser au-dessus des 1,19. L'euro-dollar pourrait quelque peu pourrait donc se stabiliser aujourd'hui hein, à la veille du FOMC, mais il faut garder à l'esprit que le niveau des 1,19 n'est qu'un objectif intermédiaire. Les 1,20 pourraient être ralliés très prochainement, voire même surpassés. Donc demain sera une séance capitale pour le marché des changes. Jérôme Powell sera donc attendu de pied ferme par les opérateurs dans un contexte où la vigueur de l'euro ne cesse d'inquiéter et dans un contexte où Christine Lagarde la semaine dernière s'est montrée extrêmement confiante, en tout cas a clairement donc précisé qu'elle n'était pas inquiète par la vigueur de la monnaie unique. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre temps et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Donc demain, vous l'aurez compris, nous prendrons connaissance donc, du rapport du FOMC et la conférence de presse de Jérôme Powell sera très attendue. La volatilité sera extrême sur le marché des changes et donc une séance ce sera très certainement la séance de la semaine. On se donne donc rendez-vous dès demain. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.